Bonjour les amis, bonjour à Bonjour, tous, bonjour à toutes. Julien, c'est Brésil, notre bonjour. deuxième enregistrement de la journée. On peut se Bonjour dire quand même, oui. bonjour, on dit bonjour à ceux qui nous regardent en Voilà. fait, qui eux peut-être ne nous ont pas encore vus aujourd'hui, Non, parce que cette émission est diffusée en différé pour des raisons de confort pour ma personne, je, l'organisation, aux organisations, puisque tu es venu à l'Olivry absolument. pour faire une série d'émissions sur la physique mécanique, la physique quantique, et donc parler aussi de la métaphysique. Ça, c'est plutôt moi qui vais te chercher sur la métaphysique. Oui, On a fait une première émission qui concernait les mesures, les unités, les ordres de grandeur, et oui, là, ça nous a un absolument. petit peu donné du vocabulaire. Oui. Et là, deuxième Émission, émission, on va parler de la structure de la matière. c'est ça, hein, qui va être en deux parties. On va passer typiquement du corps humain à l'atome. Oui, Et la deuxième partie passera de l'atome aux particules dites élémentaires. les particules élémentaires. Donc, quand on a commencé à parler de ça, j'ai dit, la seule chose que je connaisse des particules élémentaires, c'est le titre du livre de De Michel Houellebecq. Houellebecq. Tu m'as dit que tu l'avais lu Oui, aussi? absolument. Qui ne traite pas vraiment de physique, mais Pas du tout. alors, particules élémentaires dans le sens qui ne sont pas divisibles aujourd'hui, dont on ne connaît pas de sous-constituants. Voilà. Donc, c'est pas pour cette émission-là, mais celle qui va suivre, parce que là, on va d'abord parler de l'être humain et on va aller jusqu'à l'atome. Et moi, je suis très intéressée par tout ça, parce que donc connaître la matière telle que les physiciens la décrivent, je suis persuadée que ça nous donne accès à la vision du corps du divin humain tel que moi, je pressens qu'on doit le faire naître. Tu es d'accord avec ça ou Je c'est... te laisserai cette partie. Je partagerai les Je vois, connaissances de la Julien, physique et qu'on botte en je touche. te laisserai Ok. Donc, à si vous partir voulez de en là. savoir plus sur Julien, je vous renvoie à la première partie de la première émission qu'on a faite, qui était un petit peu longue. Oui, Celle-là, on vise qu'elle soit un petit peu plus courte, mais oui. on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on y va, C'est des Julien. questions. Allez, je te laisse faire. Donc, tout ça est appuyé par un diaporama que tu as préparé pour Ouais, pouvoir, c'est ici. Je vais le lancer puis, ici. voilà, vivre. Très Voilà. bien, super. Voilà, donc le sommaire de cette présentation, du macroscopique à l'élémentaire. Ça, c'est le thème global. On va voir la structure d'un atome et la classification périodique de Mendeleïev, Ah, moi, qui est le tableau, c'est mon pote Mendeleïev. qui recense un peu, qui positionne les différents atomes, les différents éléments. La classification périodique des éléments. Oui. C'est un joli titre. Oui, ou la table périodique ou le tableau périodique des Ouais. éléments. Oui. Bon. On va voir pourquoi ça s'appelle périodique aussi. Ouais. Les 4 états de la matière. Ça m'intéresse particulièrement parce qu'il va être question de plasma. Absolument. Et ça, c'est quelque Des chose. plasmas, parce qu'il y en a plusieurs. Ah ben voilà. Et après, on verra les forces, ou on dit aussi interactions fondamentales, les 4 forces fondamentales qui régissent donc les interactions entre les particules. Et on terminera par ce qu'on appelle le modèle standard, qui est la photo des éléments constitutifs de la matière tels qu'on les voit aujourd'hui, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Modèle standard qui est voilà, les briques de Lego élémentaires qui permettent de constituer toute la matière connue aujourd'hui. Et quand tu parles de Lego, tu parles bien du jeu de construction et non pas de l'instance Lego, psychique qui serait le système d'identification. C'est ça. On est bien d'accord. Le jeu de briques Lego. Ok. Super. Je précise, voilà, les notions utilisées, on va renvoyer à ce qu'on a vu dans la première émission. Donc, voilà, c'est peut-être important que, si vous n'êtes pas familier avec ça, de voir la première émission d'abord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a des notions de grandeur et d'unité qui ne vous sont pas familières, il est pertinent d'aller se référer à la première émission qui s'appelle Science et conscience, physique et métaphysique numéro 1, toujours avec Julien. Voilà. Et donc, je rappelle certaines explications, notamment, vont être un peu légèrement simplifiées. Si vous allez un peu plus dans le détail sur Wikipédia ou sur d'autres médias, pour avoir des choses plus détaillées. Et Wikipédia qui a été la source principale, notamment des images. Et je mentionne si j'utilise des images qui viennent d'ailleurs. Alors, quand on zoome de plus en plus, là j'ai pas trouvé de cellule humaine qui était décrite, enfin dessinée avec la même précision, une cellule animale. Ça, alors moi je connais cette photo de la cellule et c'est quand même, je sais pas s'il y a du Photoshop derrière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est quand on voit ça, moi je suis admirative, c'est un tableau de maître, hein. T'es d'accord ? C'est dense, oui. C'est une représentation d'artiste, mais j'imagine assez fidèle à la réalité. Ah, je pense qu'il y a une photo un peu équivalente qui existe pour la cellule humaine, mais là on voit que en fait une cellule c'est pas juste
un petit noyau avec du liquide autour. C'est vraiment c'est très très compact, très empilé. Il y a énormément de fonctions. Ouais, pour moi, une cellule, donc c'est un noyau, un liquide intracellulaire et une membrane. Voilà. Et là, on voit que il y a aussi pas mal d'éléments. Et là, on va reprendre un peu les éléments de la première présentation. 10 puissance moins 5 mètres. Donc, 10 microns. C'est 10 millionièmes de mètre, la taille d'une cellule, typiquement. Et on fait un zoom après sur une molécule, une cellule. Les cellules sont constituées de ce qu'on appelle des molécules. Là, c'est un exemple, la molecule de glucose. Qui est constitutive, donc en en quantité importante de certaines cellules. C'est le carburant assez classique des cellules. C'est le sucre, on va dire, c'est le sucre. Oui, hein. Alors le saccharose s'hydrolyse en glucose et en fructose. On peut avoir du sirop de glucose. Le glucose est le carburant cellulaire classique. C'est ça, c'est ce qui nous donne de l'énergie pour pouvoir faire des mouvements. Oui, et puis aussi pour réfléchir. Le cerveau consomme 25% de l'oxygène et du glucose du corps. La formule C6H12 aussi, c'est une formule après qu'on peut représenter comme je l'ai mise en haut à droite ici. Oui, c'est une autre manière de la représenter. Soit on l'écrit dans les chimistes. Soit on l'écrit comme tu l'as écrit, C6H12 aussi. Ça, c'est la formule. 6 éléments de carbone, 6 atomes, 12 d'hydrogène et 6 d'oxygène. Ouais. Ça, j'ai quand même un peu de mémoire de ce que sont les éléments. Voilà comment elle se répartit dans l'espace. Donc, il y a un cycle. Peu importe. Voilà OH, c'est combinaison d'oxygène et d'hydrogène. Oui. C'est ça. Et là, les angles, ce sont des carbones qu'on représente conventionnellement, qu'on n'écrit pas sur les formules développées. Ah, d'accord. Donc, tu veux dire les liaisons ? À chaque fois qu'il y a un coin, sans lettres, c'est un carbone. Donc là, on a nos carbones. D'accord. Voilà, et donc par exemple, si on fait un zoom sur l'atome rouge, qui est un atome d'oxygène, on voit qu'un atome est constitué d'un noyau. Ce que tu nous as montré après, là, avec les cercles, oui. C'est la représentation d'un atome d'oxygène. Oui. Alors celui-là, bon, c'est pas exactement l'oxygène. Ça, c'est un atome, c'est du lithium. Il y a 3 protons, 3 électrons, c'est du lithium. Mais typiquement, j'ai pas trouvé la même représentation de l'oxygène. Okay. Donc typiquement, un atome constitué dans la vision classique d'un noyau autour duquel orbitent un ou plusieurs électrons. Là, c'est 3 électrons, donc 3 protons. C'est le lithium, on va le revoir. D'accord. Donc 3 électrons, ça veut dire 3 protons et 3 neutrons ? Non, là, il y en a 4. 4. Le neutron, c'est neutre, donc ça a moins d'importance. Il peut y en avoir plus ou moins. Oui. D'accord. Okay. Au niveau des tailles, une molécule, c'est typiquement 10-9 mètres, donc un nanomètre, 1 milliardième de mètre, et un atome, c'est 1/10 de ça, 10 puissance moins 10 mètres. Il y a une unité assez peu utilisée, ou assez peu connue, qu'on appelle l'angstrom. Un angstrom, c'est 10-10 mètres. Voilà. Typiquement, un atome mesure un angstrom. D'accord. Et là, c'est tout petit, quoi. Oui. On peut le dire. Hein. Oui, c'est visible au microscope, un atome. Avec des microscopes à balayage électronique ou des microscopes électroniques, ou des microscopes à force nucléaire, on arrive à voir les contours des atomes. On voit pas vraiment sur des photos. Les électrons, par exemple, on les voit pas. Non, ça non. On les connaît. Mais on voit des boules, on voit des atomes empilés, on arrive à voir des boules, des contours de boules. Mais ça reste, c'est déjà une prouesse d'accéder à ça, mais on voit pas les électrons. D'accord. On va voir qu'un électron aujourd'hui n'a pas de taille connue. L'électron est un point. On ne connaît pas de taille. C'est une information. Tu dirais que c'est une information ? Je dirais que c'est une particule. Alors, un électron peut servir à envoyer des informations, mais un électron est une particule qui n'a pas de taille aujourd'hui. Et quand on dit l'adjectif électronique est vraiment lié aux électrons ? Oui. Par exemple, le matériel électronique ? Un matériel qui s'appuie sur les propriétés des électrons de conduction du courant. Okay. Les propriétés électriques. Donc ça, c'est important. Électrique, électronique. Ok. Il y a un exemple un dessin, une vue d'artiste de la molécule d'hémoglobine. Donc il y a le glucose. Oui, le glucose, c'est typiquement une vingtaine d'atomes. L'hémoglobine, sont des milliers d'atomes. Une molécule très complexe qui a une forme dans l'espace très compliquée. C'est la forme qu'on lui connaît. Oui, qu'on lui donne. Qu'on lui donne, qu'on a étudié avec des techniques un peu particulières. Alors, comment est constitué un atome ? Donc, on a vu notre atome d'hélium en haut à droite. Les 3 boules rouges sont 3 protons.
les 4 boules bleues sont des neutrons et les 3 petites boules noires sont les électrons. Donc, on remarque qu'il y a le même nombre d'électrons et de protons. C'est ça. Donc, équilibre entre plus et moins, je pense. Exactement. Ah, bah oui. Donc, un atome contient un noyau positif. Protons. Les protons sont positifs, oui, et des électrons qui ont une charge électrique négative. Un noyau caractérisé par 2 nombres. Le nombre, c'est le nombre de protons qui sont en rouge et le nombre de neutrons. Donc, qui sont des particules aussi, mais neutres. Qui sont, oui, ce qu'on appelle des nucléons. Nucléons, donc protoneutrons, des constituants du noyau. Oui. La racine nucle. Oui. Et qui, pour les protons, ont une charge et pour les neutrons, n'en ont pas. D'accord. Le Z, on appelle Z le nombre de protons, qui ont une charge égale à plus E. Ça veut dire que Q, c'est la charge. Q, c'est la charge plus E. E, c'est la charge élémentaire, c'est la charge de l'électron. D'accord. Charge électrique. La charge électrique. De l'électron, c'est moins E, et du proton, c'est plus E. D'accord. Ainsi, comme le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, un atome est électriquement neutre. C'est ça. Heureusement, hein. Oui. Parce que sinon, on grillerait sans arrêt, non ? On prendrait des décharges. Ouais, c'est ça. Ouais. Par exemple, l'atome d'oxygène, il a 8 protons. Et donc l'atome et donc 8 électrons. L'atome de lithium a 3 protons, donc 3 électrons. Le nombre de protons caractérise la nature de l'atome. C'est toujours ça, c'est-à-dire un atome s'identifie au nombre de protons et d'électrons qu'il compose. Oui. C'est comme ça qu'on sait distinguer un atome d'hydrogène, d'un atome d'oxygène, d'un atome de lithium, etc. À chaque fois, il y a est-ce qu'on dirait une charge atomique ? Ça s'appelle une présence atomique ? C'est le nombre de charges, on appelle ça le nombre de charges. Nombre de charges, d'accord. C'est le nombre de protons. D'accord, c'est ça. Et ensuite, en bleu, on a N, le nombre de neutrons, qui a une charge Q neutre, charge nulle. Oui. Et ce nombre de neutrons, le S est un petit peu passé en dessous, peut varier pour un atome donné. C'est-à-dire que pour un nombre de protons donné, là le lithium ou l'oxygène, on peut avoir un nombre de protons qui varie. Et donc c'est ce qu'on va appeler des isotopes. Isotopes, donc c'est le nombre de protons. Isotopes, ce sont des atomes qui contiennent le même nombre de protons, donc c'est le même élément, mais des nombres de neutrons différents. D'accord, c'est ça. Exemple, ici en bas à droite, on a le carbone. Carbone, c'est 6 protons, donc 6 électrons. On a le carbone 12 classique. Oui. On a donc 6 protons, 6 neutrons. Oui. Ça fait 12 nucléons. C'est ce nombre ici A. Oui. C'est ça qui sert à caractériser le nom de l'atome complet. Oui. On a du carbone 12, carbone 13 et carbone 14. Celui qui sert à dater. Exactement. On va en reparler dans une autre conférence. Donc, par exemple, le carbone Z égale 6. On a 12, 13 ou 14 nucléons au total, donc 6, 7 ou 8 neutrons, qui donnent des atomes qui ont des propriétés chimiques assez proches, puisqu'ils ont le même nombre de protons et d'électrons, mais des propriétés nucléaires un peu potentiellement différentes, voire très différentes. À cause des neutrons. À cause des neutrons. C'est-à-dire que effectivement, donc je comprends bien. Électrons, protons, toujours le même nombre, parce que c'est du carbone, et donc c'est toujours... Hein, ok, mais par contre, le nombre de neutrons est différent, et donc change la nature de l'atome. Pas la nature de l'atome, mais le comportement du noyau. Le comportement du noyau. Le carbone 14 est instable. Le carbone 12 est éternel. Le carbone 14 se désintègre. Alors que c'est le même élément. C'est le même élément, mais le noyau, à cause de ces 2 neutrons supplémentaires, est instable. Et donc, la cohésion du noyau est moins bonne et il arrive à se désintégrer, ce qui permet la datation au radiocarbone. Au carbone 14. C'est ça, d'accord. Mais on verra ça en détail un petit peu plus. Par exemple, l'uranium, donc Z égale 92. Dans l'uranium, il y a 92 protons et donc électrons. Ah oui, c'est riche, ça. Oui, c'est un très gros atome, ce qui fait qu'il est... il est fissile, on peut le casser. Fissile, on peut casser son noyau. On fait de la fission. Et c'est pour ça qu'on peut produire de l'énergie avec lui. Voilà, c'est ça. À cause de cette fission nucléaire. Cette fission, c'est-à-dire qu'un gros... Mais là, c'est une fission provoquée. Et on va envoyer un neutron et on va casser le noyau en deux et récupérer l'énergie qui nous est proposée. C'est l'envoi du neutron dans l'atome d'uranium. Dans le noyau même, oui, qui va le casser. D'accord. Qui va entraîner une fission, qui va libérer de l'énergie. L'énergie va servir à chauffer de l'eau. Tu nous donnes la recette pour faire une centrale nucléaire, là. Voilà, oui, le principe. Et l'uranium a notamment 2 isotopes qui sont 235, 238.
il me semble que l'un est naturellement radioactif, c'est-à-dire qu'il va se désintégrer tout seul, et l'autre, le 235, est plus stable et il faut aller le casser Hmm. avec une fission nucléaire provoquée. D'accord, d'accord. Donc, les isotopes, c'est... Alors, tu l'as Là, on expliqué. a voilà, le carbone, l'azote et l'oxygène. L'oxygène, il y a 3 isotopes principaux. D'accord. 16. L'oxygène 16, classique, l'oxygène D'accord. 17, l'oxygène 18. D'accord, d'accord. Ok, ok. Donc, une ligne, c'est un élément, c'est un type, un atome, Oui, et une colonne, c'est un isotope. C'est une version de cet élément avec plus c'est ou moins ça. de neutrons dans le noyau, C'est ça. et donc D'accord, plus ou moins stable. d'accord. Ok, ok. Bon, alors là, ça commence à devenir complexe, mais je suis encore. Oui, mais ça, voilà, ça permet de voir un peu ce qu'on entend par isotope, Oui. et notamment le carbone 14 ou l'uranium 235-238. Pour me Dont on souvenir, entend parler un petit peu. Voilà. ouais, c'est On ça. a pu entendre Pour me parler. souvenir, je me rappelle que isotope, c'est le nombre de neutrons qui intervient dans la composition d'un atome, Oui. dans la structure Isotope, de il y l'atome. a iso égale. Oui, Donc top. isotope, c'est bien le même élément chimique, Oui, mais le noyau a une différence d'accord, par son nombre de neutrons, qui d'accord. ne change pas la charge, donc qui ne change pas le nombre d'électrons, C'est ça. C'est ni ça. les propriétés chimiques. C'est un noyau un peu plus lourd, C'est ça. mais Mais le chimiquement, comportement n'est pas le même. le comportement nucléaire n'est pas le même. Le comportement chimique, lui, est le même. Bon, ça, c'est un peu compliqué pour moi, mais Parce bon. que le comportement chimique est lié aux électrons autour. Oui, c'est comment les électrons vont se combiner avec autre Voilà. chose. C'est ça. C'est une réaction chimique, si on parle de ça, c'est la combinaison des électrons qui circulent autour du noyau avec d'autres électrons. C'est ça. C'est ça une réaction chimique. On va en reparler. Oui. Bon, bah d'accord. Donc, Je suis contente d'avoir compris ça déjà. des isotopes ont des comportements chimiques identiques ou très proches, Mm. mais la différence se situe au niveau du noyau, Oui, qui éventuellement devient instable. d'accord. Ok. Et on trouve ça dans la nature, hein. Oui. Tous ces atomes sont à l'état naturel, en fait. Oui, alors il y en a qui peuvent être... oui. Le plutonium n'est pas naturel, par contre. Le plutonium, on transforme l'uranium en plutonium. Ah, mais l'uranium est récolté dans des mines d'uranium, notamment en Afrique. C'est ça, c'est ça. Mm. Et après, on l'enrichit, c'est-à-dire que chimiquement, on extrait le 235, le 238. C'est ça, enrichir? Oui. Ah. Si on l'enrichit en 238, qui a une qualité militaire par rapport au 235, qui permet de faire des bombes, ou qui permet de faire juste une réaction nucléaire pour les centrales, pour de l'électricité. Donc l'uranium enrichi, l'enrichissement de l'uranium, c'est une opération chimique qui sert à augmenter la proportion d'un isotope par rapport à un autre. C'est-à-dire, on va augmenter le nombre de neutrons? Non, on va augmenter le nombre d'atomes de 238 par un nombre d'atomes de 235. Bon, là tu m'as perdu. Okay. Je me suis perdu. Je ne veux pas t'accuser, mais je me suis perdu. Non, d'accord. L'enrichissement de l'uranium, il y a de l'uranium 235 et 238. Oui. On ne touche pas au noyau, mais juste on va faire le tri pour regarder plus de 238 que de 235. D'accord. 238, c'est quand même le nombre de protons qui est contenu le dans nombre de nucléons au total. Neutrons. Oui, de nucléons au total. De nucléons. D'accord. Ok. Pour faire de l'uranium enrichi de grade en fonction de ce qu'on veut faire. Les militaires, c'est très enrichi. Okay. Pour la bombe. Voilà. C'est de la bombe. C'est ça. Tout ce qu'on connaît autour de ça. Les ions, alors un ion, c'est un atome, une molécule qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. D'accord. Donc, grâce à une réaction chimique. Pas forcément. Oui, soit il l'a donné à un autre atome, soit il l'a piqué. Ah d'accord. Il peut l'avoir reçu. Il peut l'avoir reçu. Notamment, par exemple, le sel, NaCl, oui. Sous forme de cristal, il est neutre. Chlorure de sodium. Chlorure de sodium, exactement. Et une fois qu'on le met dans l'eau, le chlorure va prendre l'atome du sodium. Oui. Donc le sodium va être Na+, il a perdu un électron. Oui. Donc il va être chargé positivement, Na+, et le chlore va récupérer un électron de plus, donc il va être chargé négativement. D'accord. Les deux ensemble, ça fait toujours 0, mais il y en a un qui est parti avec l'électron. D'accord, il a changé de propriétaire en fait. C'est ça. D'accord, ok. Il y en a un, voilà, le sodium offre son électron, laisse son électron au chlore. Au chlore, d'accord. Et donc on a l'ion sodium Na+, et l'ion chlorure Cl-. D'accord, d'accord. Et donc ça peut être, ça c'est pour un atome seul, après on a du magnésium, Mg2+, ou SO4-, donc le sulfate, là c'est une molécule. Une molécule peut être aussi un ion. Oui, une molécule, c'est une combinaison d'atomes, on est d'accord. Hein, donc SO4, c'est un soufre et 4 oxygènes. Et SO4-, c'est un soufre et 4 oxygènes qui ont 2 électrons de plus qu'ils ne devraient avoir. D'accord. Qui ont 2 électrons de plus qu'au départ. D'accord. Que les atomes au départ contiennent.
Et voilà, donc c'est du sulfate. D'accord. Il y a des sulfites, il y a des sulfates, il y a des nitrates. Et là, par exemple, une photo d'une étiquette Une bouteille d'eau, ça? derrière une bouteille d'eau, absolument, où il calcule l'analyse, calcium, Ca2+, sodium, etc., la composition en ions, en minéraux. Les minéraux sont présents sous forme d'ions dans l'eau. C'est ça. Voilà. Et donc on peut trouver ça derrière toutes les bouteilles d'eau. Bon, je note que ça vient de Bretagne, hein, rien d'étonnant parce que tu es originaire de là-bas. L'eau des Monts d'Arrée, oui, tout à fait. Absolument. C'est ça, du centre du Finistère, comme là. Mais ça, vous le trouvez sur toutes les bouteilles d'eau. Ok. La structure de l'atome. Donc les électrons, il y a le noyau au centre et les électrons qui orbitent autour. Oui, c'est-à-dire qu'ils tournent autour. Ça, c'est dans la vision classique. Oui. Pour la vision quantique, on fera une émission spéciale. Mais la vision classique, c'est l'électron, une petite bille qui tourne autour de l'atome, une bille plus lourde à l'intérieur. C'est ça. Exemple, l'atome, là j'ai un atome de titane qui contient 22 protons. Ok. C'est son nombre. 22 protons, c'est du titane. Et là, et donc 22 électrons, on est bien d'accord. 22 électrons, oui. Et là, en l'occurrence, 26 protons. Protons. 26 neutrons, pardon. Ah bon, parce que je suivais, je me disais, ça va pas. Absolument. Ça. Je m'y perds. On va être en déséquilibre. 22 protons égale 22 titane, protons, 22 électrons et 26 protons. Et 26 neutrons. C'est ça. Et ben, à mon tour de 26 neutrons. Pour y en avoir éventuellement 25, 27 ou un petit peu plus. Ça peut varier un petit peu. En général, le nombre de neutrons est un petit peu supérieur au nombre de protons. D'accord. C'est la règle de stabilité du noyau. Et les électrons sont organisés en couches. Ah oui, donc c'est-à-dire c'est pas un seul cercle. Non. C'est bien sur plus. Là on voit, tu as mis 4. Je sais pas, c'est 4. Le titane est représenté avec 4 couches, c'est ça? Oui. J'en vois 4. Quatrième, oui. Oui, c'est ça. Il me semble qu'il y a des petites boules sur chaque cercle. Oui, c'est ça. Alors la première couche interne, c'est la couche qu'on appelle K. Il y a 2 électrons. Il y a 2 places. D'accord. On va voir que ça va. C'est comme des sièges dans la salle de cinéma. En fait, au premier rang, deuxième rang. Deuxième rang, 8, troisième rang, 8, etc. Là, typiquement, c'est là que je vais tronquer un petit peu parce qu'on arrive à des mécanismes de remplissage qui sont très complexes. D'accord. Qui sont un peu présentés ici graphiquement sous l'atome. Mais voilà, retenez, première couche, 2 électrons, deuxième couche, 8, troisième couche, 8. Donc 2 plus 8 plus 8, ça fait 18. Et comme il en a 22, il y en a encore 4 sur une quatrième couche. Voilà. Sur une quatrième, là, voilà, on commence à remplir la quatrième couche. D'accord. Mais je rentre pas trop dans le détail parce que là, ça nous mènerait un peu plus loin et ça n'éclaircirait pas vraiment le propos. Et ces éléments, un élément égale un nombre de protons. C'est ça. Un élément, un nombre de protons, un atome. C'est ça. C'est ça, d'accord. Élément, atome, c'est la même chose? Non, parce que les isotopes sont différents atomes du même élément. C'est ça, d'accord. D'accord. Un élément, c'est vraiment c'est un nombre de protons. Un nombre de protons, ok. Donc un nombre d'électrons, donc une configuration électronique particulière qui lui confère des propriétés chimiques. C'est ce qu'on disait en dessous, éléments classifiés dans une table périodique des éléments. C'est Dmitri van Mendeleïev en 1869. Il a fait cette table à partir des propriétés chimiques. C'est-à-dire que lui, il ne connaissait pas encore les protons et les électrons. Bah oui. En disant là, il y en a 2, 3. Il a eu cette vision. Alors la légende veut que ça lui soit apparu dans un rêve. Moi, j'adore. Là, pour une fois, je vais croire à la légende. J'ai regardé, j'ai pas pu vraiment vérifier, mais au moment je partage parce que ça serait une belle légende si vraiment ça s'était passé comme ça. Donc il est arrivé de la table périodique, il s'est réveillé au milieu de la nuit, il a dit c'est intéressant ce dont je viens de rêver, je vais me rendormir et j'écrirai demain matin. Et la légende veut que le lendemain matin il s'en souvenait plus. Mais comme ça nous arrive souvent ce genre de choses. On se réveille, on se dit tiens j'ai envie de faire pipi et en fait c'est pour se souvenir d'un truc, puis on prend pas soin. On prend pas les notes et voilà. Et il s'est rendormi, voilà. Et le rêve lui serait apparu une deuxième fois. Et c'est cette fois-là, il se serait levé pour écrire cette idée qu'il a eue de les classer comme ça. Moi, j'adore le je suis de Mendeleïev. Il a fait fort. C'est la métaphysique. Comment cette information lui est arrivée? Voilà, ça, je laisse en songe, c'est joli. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que et c'est à ça qu'on reconnaît aussi une théorie physique intéressante, c'est qu'elle va permettre de prédire la suite. Et donc Mendeleïev a placé les éléments connus dans ce tableau et il a dit là il y a un trou, là il y a un trou, là il y a un trou.
Il Et ça a manquait. permis, oui, de prédire l'existence d'éléments qui n'étaient pas encore connus. Le scandium, le gallium, le germanium. Z égale 21, C'est-à-dire que dans 31, son 32. tableau, il y avait des cases vides. Il s'est dit, ça, la nature a pas prévu ça, donc on va découvrir Si la nature l'a prévu, mais l'homme Oui, ne c'est le connaît ça. pas encore. La nature a pas prévu de cases vides, donc ça veut dire qu'on va Oui. découvrir ce qui n'est pas encore découvert. Voilà. Oh, génial. Il dit, voilà, puisque si ma classification est juste, comme elle l'est, alors ce trou signifie que c'est juste quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et ça, on va le retrouver, on le retrouve à d'autres moments. Et ça signe, c'est voilà, une élégance dans le modèle que je trouve vraiment Le le voilà. fameux tableau. En bas à gauche, la table un peu originale, voilà, avec le papier. Et en à droite, voilà, aujourd'hui, la table telle qu'on la connaît, qu'on la représente. On retrouve, alors, approximation, une ligne égale une couche électronique. Donc, on voit que notre titane ici est sur la 4e couche. D'accord. Première ligne, on a nos 2 places, nos 2 électrons, hydrogène, hélium. Deuxième ligne, on a nos 8 places. Troisième ligne, on a 8 places. Donc, première ligne, c'est 2 électrons. Oui. Donc, 2 première couche, protons. C'est 1 hydrogène, 1 proton, Ouais. 1 électron. Ouais. Hélium, 2 protons. D'accord. Ensuite, 3. Ça fait 3 électrons, mais on commence à remplir la 2e couche. D'accord. Ça y est, ça y est. Et après, on commence à remplir la 3e couche et la D'accord. 4e couche. Même si le remplissage est un petit peu plus complexe que ça. D'où le fait que ce gros bloc au milieu s'intercale entre les 2 blocs. Il y a un bloc du milieu qui est venu écarter les blocs initiaux. Oui. Ça, c'est parce que c'est dû au remplissage des couches qui est un petit peu plus complexe que juste 1, 2, 3, 4. Par exemple, donc le bloc du scandium jusqu'au zinc. Donc le scandium, par exemple, était un trou. Mendeleïev, au moment où il a fait la table, il disait il y a un trou ici. Ah ouais, d'accord. Et on voit en bout un peu plus loin, 31, 32, le gallium et le germanium. D'accord. Sur la 4e ligne. Qui ont été trouvés. Il y avait un trou. Donc il connaissait AS et l'arsenic, le sélénium, le brome. Il les connaissait certainement. Il dit là, on ne connaît pas, mais qu'à cela ne tienne, ça va venir. Et est-ce qu'à ce jour, il nous manque encore quelque chose? Non. On a tout trouvé là. Oui, et tout en bas, on a des éléments avec 109, 110, 111, 112, 118 protons, qui sont des éléments absolument artificiels, qui ont des durées de vie de la fraction de seconde. D'accord, mais qui ont été inventés, créés. Ils sont artificiels. Dans la nature, ils ne survivent pas assez longtemps. D'accord. Mais on les a inventés pourquoi? On les a inventés, on les a synthétisés. D'accord, on les a mis en évidence, enfin on voilà, les a créés. Créés, oui. Oui. Inventés, c'est juste que les lois de la physique existaient avant et que on a, à travers des collisions d'atomes notamment ou d'ions, on arrive à créer des éléments très lourds. Mais non durables. Non durables. Okay. Et ce sont vraiment des très fractions de seconde. Du point de vue de la charge. De seconde, par exemple. Je les connais même pas vraiment, mais tout en bas à droite, là, OGTS. Ah oui, c'est ça. Des éléments très récents, voilà, avec des noms de physiciens. Il y a l'Einsteinium, il y a voilà. Ah d'accord. Donc c'est des éléments très récents qu'on a nommés en hommage à des physiciens. D'accord. Tiens, mais justement, puisqu'on est sur le tableau périodique des éléments, est-ce que tu peux nous faire un lien entre le nom des planètes du système solaire et les éléments? Parce que par exemple, plutonium, je pense qu'il y a du neptunium. Il y a du mercure. Mercure, oui. Ça, non, je pourrais pas, à part le fait de le remarquer, je pourrais pas trop... Ok, bon, c'est juste que c'était... Parce que approfondir là-dessus. Comme on met du temps parfois à découvrir des planètes, elles sont pas toutes découvertes, et c'est la même chose avec les éléments. Oui, alors bon, pour le système solaire, toutes les planètes sont découvertes, mais c'est ce qu'on dit. Elles ont été Non, ça va, on les connaîtrait maintenant, je pense. Mais t'as confiance en la science, toi? Bah, la science du système solaire, oui, quand même. Oui, okay. S'il y avait une planète qui traînait. Hercolubus, toi, t'es OK avec Hercolubus ou pas? Ça, je ne connais pas. Ben voilà, c'est une planète qu'on annonce dans le système solaire, mais les ésotéristes en parlent, les spiritualistes en parlent, mais les physiciens n'en parlent pas. Ok. Alors, je ne connais pas, juste la définition de la planète a été modifiée. Ah oui, c'est ça, parce qu'on dit que Pluton, par exemple. Donc, elle exclut Pluton. Pluton n'est plus une planète. C'est ça, donc c'est possible. Parce qu'elle ne correspond plus à la nouvelle définition de planète. Donc, ce dont tu parles est un corps sans doute qui orbite autour du Soleil. Mais on l'appelle planète rouge aussi. Reconnue comme une planète aujourd'hui. Nibiru, Hercolubus, tout ça, c'est deux noms pour la même chose. Bon, mais c'est pas avec toi qu'on en apprendra plus. Non, pas là-dessus. Ok. Voilà le tableau périodique. Tous les éléments connus, donc les atomes connus. Et à partir de ces atomes, on fait des molécules. Ouais. Ok. Donc il y a notamment au milieu beaucoup de métaux. L'or, Ag, c'est le mercure, le plomb. L'antimoine, le laitain.
Voilà, le cuivre, le nickel, Bon, le fer. on les connaît. Enfin, On en connaît beaucoup. Oui. il n'y a pas que ceux qui font des mots croisés qui connaissent ces abréviations. Non. Dans les mots croisés, on les trouve. Oui. Alors, les liens entre atomes, les liaisons Ouais. que peuvent faire les atomes entre eux. On a ce qu'on appelle la règle de l'octet. Un atome aime bien avoir 8 électrons autour de lui. Soit les siens, soit partagés avec les autres. Ah ouais, il est partageur. Oui, partageur, où il aime bien être complet. D'accord. Voilà. Et la complétude, c'est 8. La complétude, c'est 8. Ah, c'est intéressant que tu nous dises ça. C'est pas 7, c'est 8. Et ça va déterminer les propriétés chimiques. Selon qu'un atome a juste un électron tout seul ou qu'il en a 6 et qu'il aime en avoir 8, ça va faire des liaisons différentes. 8 sur sa couche externe, Sur pas 8 au total. Hein. Oui. Donc c'est ça que c'est. Parce que sinon, un atome à 8 électrons, c'est quoi comme atome? C'est l'oxygène. C'est il l'oxygène. En a 2 sur la couche interne et 6 sur l'externe. Ah oui, d'accord. Et on l'a en bas à droite, voilà, il a les 6. Ah, c'est ça. Alors, les électrons aiment bien être par 2. Donc, 6, ça fait 2 groupes de 2 plus 2 tout seul. D'accord. Donc, l'oxygène, comme il a 2 électrons tout seul, il va essayer de faire 2 liaisons. Eh ben oui, pour avoir son... Et par exemple, H2O. Eh ben, l'eau. Voilà. Il va faire une liaison avec un hydrogène 2 fois. D'accord. Mais 2 fois, parce que H2O, ça veut dire 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, et c'est ça qui fait qu'on a de l'eau. Oui. C'est une combinaison de ces 2 éléments. Exactement. Des petites exceptions à cette règle. La première ligne du tableau, donc je reviens en arrière, l'hydrogène et l'hélium, c'est la première couche, il n'y a que 2 places. Tu te rappelles de ça? Oui, tu l'as dit. Donc, quand on n'a qu'une couche, ils veulent remplir la couche à 2. D'accord. Et pas à 8. Donc c'est pour ça on avait sur la plaque de Pionnier de la première émission, H2, le dihydrogène. Ah oui. Un H fait une liaison avec un H. Donc je rappelle, c'est le dessin qui a été envoyé par l'humanité en 1972. Oui, par la sonde Pionnier, où on donnait quelques informations sur ce qu'on savait de l'humanité et de la Terre. Oui, pour envoyer l'information de notre existence aux intelligences exogènes éventuelles qui auraient trouvé notre message. Qui croiseraient la sonde. C'est ça. Donc dihydrogène H-H. On voit que le H ici a juste un électron seul. D'accord. Et il va essayer d'en avoir 2. Le carbone a cette propriété particulière. Carbone, 6 protons, donc 6 électrons, on l'a vu tout à l'heure. Oui. 2 sur la couche interne et 4 sur la couche externe. D'accord. Qu'on appelle aussi couche de valence. D'accord. Et donc 4, c'est-à-dire qu'il va faire 4 liaisons. Et ça va lui donner des propriétés tout à fait particulières, notamment pour la vie. Eh ben oui, le carbone, c'est un des grands éléments de la vie sur la Terre. Oui, la vie carbonée, l'énergie carbonée, les hydrocarbures. Oui, oui, tout ça, c'est à base de carbone. Oui. On fera, je pense, une émission un jour sur le carbone. Très bien. Ben, surtout que moi, ça m'intéresse, le carbone. On dit beaucoup que le carbone, justement, dans la mutation de l'homme, le carbone du corps est appelé à devenir diamant. Oui. Ça doit te faire doucement rigoler, ça. J'espère que le carbone de mes molécules ne deviendra pas diamant, mais oui, c'est une des formes du carbone. C'est ça, parce qu'on dit que le diamant, c'est du carbone, mais à une plus haute pression et plus haute température. Alors, on peut faire du diamant synthétique grâce à de très hautes pressions. Oui. Le diamant, c'est une géométrie particulière des atomes. Ils sont rangés d'une certaine façon. Il y a le graphite, c'est l'agencement. Le diamant. C'est l'agencement. D'accord. C'est une structure cristallographique particulière. Je sens qu'il ne faut pas que je te chatouille là-dessus tout de suite. Mais on fera une émission. Génial. Sur le carbone, ça mérite aussi une capsule particulière. Très bien, très bien. Les électrons propres d'un atome sont ce qu'on appelle les électrons de valence. Les électrons de valence sur la couche de valence qui vont former des liaisons covalentes. Liaison covalente, c'est la mise en commun d'électrons. Bon, ça, tu nous en as parlé. On sait que l'électron aime s'acoquiner avec d'autres. Oui, ils aiment être 2 et en tout, ils aiment bien être 8, sauf pour l'hydrogène et l'hélium, où ils restent juste à 2. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'une couche. D'accord. Donc, on est bien d'accord. 8, c'est sur la couche externe. Oui. C'est ça qu'ils aiment bien. Et sinon, en tout, il peut y en avoir beaucoup plus. Voilà, il peut y avoir plus, absolument. D'accord. Et en bas à droite, on voit l'oxygène, c'est la représentation. Les 2 électrons, enfin les 2 fois 2 électrons qui sont bien ensemble, forment des duos, des duets d'électrons. Oui. Les barres qu'on représente, qui elles ne vont pas réagir. Ils sont bien ensemble. Il y en a donc juste 2 tout seuls. Il y a juste 2 tout seuls qui vont se dire on va essayer de faire des liaisons à. Est-ce que les dessins en bas à droite sont équivalents en fait, hein, oui. Donc les 2 électrons sont représentés sur le dessin d'à côté sous forme de barre, parce que ça c'est stabilisé. Pour un liquide, voilà, qui ne vont pas réagir chimiquement. Ok, d'accord. Par contre, les 2 autres qui sont un peu tout seuls, là, ils peuvent se combiner facilement. Oui. Ils vont aimer se combiner. Voilà.
Et avec ça, on va former des molécules C'est pas étonnant que les humains soient attirés les uns vers les autres. En fait, tout leur corps au est. niveau Eh ben oui, atomique. eh ben le niveau atomique, il est là. Et même au Quand on niveau... parle d'atomes crochus, en fait, c'est Mm. pas totalement idiot. Non, ça doit venir de là. Ah ben Et même au ouais. niveau nucléaire, les nucléons, on va voir dans l'émission suivante la stabilité du noyau. Pourquoi les noyaux restent ensemble. Ouais, ouais. On pourrait se dire que même indépendamment de toute psychologie, les corps sont faits pour s'attirer, du point de vue atomique. Du point de vue, oui, des liaisons Ouais, pour c'est former des liaisons intéressant. chimiques. Mm. Donc une molécule, c'est un assemblage d'atomes qui Oui. sont liés par des liaisons covalentes. Covalent, c'est-à-dire ensemble, on mélange les électrons de valence, Oui, qui peuvent être simples, doubles ou triples. On peut faire d'accord. des liaisons simples, doubles ou triples. Donc j'ai exemple le carbone. Toujours lui. C'est vraiment un élément incontournable. Mm. Tout en bas, on a l'éthane. On voit donc 2 atomes de carbone. C'est un gaz, l'éthane? Oui, ça peut être liquide aussi, mais Ouais. oui, l'éthane, Mm. plutôt liquide. Avec chaque carbone a 4 liaisons. Il y a une liaison entre les 2 carbones et chaque carbone a une liaison avec 3 hydrogènes. D'accord, Voilà ce qu'on voit en bas à gauche. d'accord. Et après, donc, les formules un peu compactes ou les formules un peu développées en bas à gauche, qui ressemblent un petit peu plus à la conformation, voilà, dans l'espace. Ensuite, si j'enlève 2 hydrogènes et que, au lieu des liaisons entre les carbones et l'hydrogène, je fais une liaison entre les 2 carbones, j'obtiens de l'éthène. Le N au lieu du AN indique une double liaison. Oh là là, d'accord. Donc on a, éthylène, éthène, voilà. c'est la même Éthylène, chose? c'est le nom un peu courant. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est plus connu à mon oreille que L'éthylène, oui, éthène. voilà. Ouais. Mais le nom chimique, c'est l'éthène. D'accord. Donc on voit chaque carbone a 2 liaisons vers un autre carbone. Oui. Et puis après, il reste 2 places en quelque sorte. Et donc, ils ont une liaison chacun vers 2 hydrogènes. D'accord. Donc, ça fait une formule C2H4. En fait, c'est comme une salle de spectacle avec un nombre de places, une jauge en quelque sorte. Oui, un carbone peut faire 4 liaisons. D'accord. Okay. Et troisième cas, l'éthine, ou acétylène, qui est un gaz qui permet de brûler très chaud pour faire des chalumeaux notamment. Oui, c'est ça, oui. Là, on a 2 carbones qui ont une triple liaison entre eux. Et chaque atome ayant fait une triple liaison a encore un électron disponible pour faire une liaison vers un hydrogène, par exemple. Donc là, on a éthine, le Y signifiant, le IN signifiant liaison triple. D'accord. Okay. C'est 2H2. Ok. Et en bas, on a un autre exemple qui est le CO2. Ouais. Donc l'atome de carbone fait 2 liaisons avec un oxygène, 2 liaisons avec un autre. D'accord. Donc le carbone a ses 4 liaisons, donc 8 électrons. Oui. Et l'oxygène a 2 liaisons, donc 4 électrons, plus ces 2 électrons qui étaient stables entre eux. D'accord. Donc le CO2 respecte parfaitement cette règle de l'octet. Ok. De cette façon-là, un carbone avec 2 doubles liaisons vers 2 oxygènes. Ok. Donc, ok, on peut dire il y a un appétit des atomes pour se combiner entre eux. Oui. C'est ça. Et il y a une blague qui dit que pour être chimiste, il faut savoir compter jusqu'à 4. C'est que voilà, ça va aller. C'est pour illustrer la propriété du carbone, disant qu'il aime faire 4 liaisons. Alors, les 4 états de la matière. Voilà, la matière, en fonction des conditions dans lesquelles elle se trouve, peut prendre 4 états. Bon, on rappelle que la matière, ce sont des atomes qui sont combinés les uns avec les autres. Oui. On peut dire ça comme ça. Oui, des molécules. Des molécules. Alors, il peut y avoir des corps purs. Le mercure. Oui, c'est ça. Peut être solide, gazeux, liquide. Qui est un élément. Le mercure, c'est un élément. Donc, composé d'atomes de mercure, c'est ça? Oui. Voilà. Et ça forme une substance à lui tout seul. Voilà. Mais parfois, après, les substances... le CO2 peut être une substance. Ou l'eau. Là, c'est par exemple le diagramme de l'eau. Exactement. Donc, ces états de la matière peuvent être pris par un corps pur, un atome, ou alors un élément, enfin une molécule. Ok. Donc, premier, l'état solide. Donc, l'état solide a une forme propre et un volume propre. Il n'est pas déformable. Donc, il va transmettre les forces. Si vous poussez sur un objet solide, il va pousser sur ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire il va être une courroie de transmission. Enfin, non, il va transmettre la force. Voilà, c'est ça. Qu'on lui imprime. Oui. D'accord. Ensuite, on a l'état liquide. En général, quand on monte en température. Donc, un liquide n'a pas de forme propre, il est déformable. C'est ça. Lui, il prend la forme de l'objet qui l'accueille. Alors, ça, c'est le gaz. Ah bon? C'est pas le... Non, parce que on peut mettre... on parle de verre à moitié vide. Donc, si on met... Oui.
Si on met du gaz dans un verre, le gaz va prendre toute la place. Ah, d'accord, il va Mais le occuper tout le liquide volume. va, Tandis que avec le- la gravité, va avoir une surface Ok, le typiquement plane. volume du liquide va rester stable, quel que soit le contenant. Tandis que le gaz Oui, va on épouser dit- le contenant. on va prendre toute la place qui lui est proposée et le D'accord. liquide va transmettre une pression. Ah, effectivement, c'est le principe du barrage, par exemple. Oui, ou du liquide de frein, où vous mettez une pression sur le piston et le liquide de frein va Oui, mais ça, c'est transmettre. moins visible pour Oui. moi, tu vois, excuse-moi, mais le Le barrage. barrage, voilà. Ok. Hmm. Et les particules restent quand même assez proches dans le liquide. C'est l'illustration du milieu, Oui. ici avec les Ah oui, avec Les molécules ici. les petits zigouigouis que tu nous as présentés. Là. Et D'accord, enfin, oui. l'état gazeux, Ouais. donc il n'a pas de forme propre ni de Ouais. volume propre, Ouais. mais il tend à occuper tout le volume disponible. C'est ça. Lui, le gaz, il s'embête pas. Tu lui dis, voilà un espace, il vient occuper. Oui. Ok. C'est intéressant, hein. L'état solide, c'est par lui-même. L'état liquide, c'est un peu pour lui-même et un peu en fonction de son lieu Oui, d'accueil. le contour est défini. Voilà. Et le gaz, à l'inverse, lui, il occupe Oui. tout l'espace. Il y a des modèles pour étudier le comportement humain, notamment dans une salle, qui se basent sur le comportement gazeux. C'est-à-dire que les humains dans une salle ont tendance oui, à s'étaler petit à petit avec certaines interactions. Donc, j'ai entendu qu'il y avait des... Ah, c'est intéressant. Mais donc, pour occuper Description. juste une question sur l'état gazeux. Donc, un gaz que je mets dans un contenant, pour qu'il occupe tout l'espace, est-ce qu'il doit se combiner avec, par exemple, de l'oxygène dans lequel il est? Non. De lui-même, il se dilate, en fait. Il se dilate, oui. Si vous enlevez, la pression va être moindre, mais En fait, c'est la molécules de pression gaz, qui va diminuer. si vous en enlevez, oui. Ouais, ok. Ou si vous agrandissez le contenant sans mettre plus de gaz, Oui. alors oui, la pression va diminuer. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ok. Typiquement, la pression multipliée par le volume est constant. P fois V égale constant. Bah, bien sûr. Si on augmente le volume, P diminue. Ah ben oui, d'accord, ça y est, je comprends. Oui, tout à PV fait. égale constante, c'est une loi Ouais, très bien. d'un gaz dans certaines conditions. Et en droite, on a ce qu'on appelle le diagramme PT, pression versus température de l'eau. D'accord, c'est-à-dire que là, on passe de l'état solide, donc la glace, Oui, à l'état liquide et à l'état gazeux. C'est vraiment intéressant, l'eau, oui, hein, oui. parce qu'elle a les trois états. C'est valable pour tout. Le mercure peut être gazeux aussi. C'est valable pour à peu près tous les corps. Ah d'accord. En fonction de la température. La température et de la pression. D'accord. Si vous faites le vide au-dessus de l'eau à température ambiante, elle va bouillir à 20 degrés. D'accord. Elle bout à 100 degrés parce qu'elle est dans le milieu. À la pression atmosphérique. Ah. Et si vous divisez la pression par 10 ou 100, elle va se mettre à bouillir. J'ai vu ça. On met une cloche, on fait le vide, et l'eau se met à bouillir à température ambiante. Bon, d'accord. Je vais en reparler un petit peu. C'est aussi question, quand on dit l'eau bout, l'eau gèle, etc., c'est à pression atmosphérique. C'est ça. Si on change la pression... C'est logique au fond, parce que l'environnement changeant, les données, le comportement va changer. Oui. Ok. Je l'admets intellectuellement, sans bien, mais je sens que ça a aussi de l'importance sur notre comportement, ça. Oui. Parce que par exemple, on le sait, par exemple, si on fait de la montagne et qu'on manque d'oxygène, on va pas avoir le même comportement que si on peut respirer convenablement. Oui. Ça, c'est pas une question de changement d'état, mais oui, la pression diminuant, on a moins de molécules. Oui, j'imagine. Et je vais en reparler pour ceux qui ont l'intention de faire l'Everest. Très bien. Alors, les fameux plasmas. L'information sur l'eau, on fera une émission sur l'eau particulièrement, parce qu'elle a des propriétés telles qu'on va vraiment s'intéresser de près. Notamment sur la conduction de l'information qui va nous intéresser beaucoup, en métaphysique. Voilà. Les états de la matière, un quatrième alors ça, c'est état de la matière sont les plasmas, parce qu'il y a plusieurs plasmas. Parce que figure-toi que moi, en canalisation, en réception d'informations du plan de l'esprit, j'entends sans arrêt parler de plasma cristal. Et je ne sais absolument pas de quoi il est question. Alors ça, je ne saurais pas décrire ce que c'est le plasma cristal, mais le plasma... Alors dis-moi, c'est quoi un état de plasma ? Il y a deux types de plasma. Le plasma d'électrons et d'ions, c'est un état où on va, notamment à travers un champ électrique, séparer, enlever un électron à tous les atomes. C'est-à-dire qu'il y aura un nuage d'ions, c'est-à-dire un atome qui a perdu un électron, au milieu d'un nuage d'électrons. D'accord. C'est-à-dire qu'on va un peu séparer. On va faire ce qu'on appelle un gaz ionisé. Un gaz d'ion inclus dans un bain d'électrons. D'accord. C'est-à-dire que c'est globalement électriquement neutre, mais localement, il y a des électrons qui se promènent et des ions qui se promènent. D'accord. Voilà. Et ça, une photo de lampe à plasma qu'on achète, qu'on peut avoir dans sa chambre, et quand on met le doigt, ça fait un rayon particulier.
Bon, là, je connais pas, Ça, moi. c'est une photo, voilà, tapez lampe à plasma sur D'accord. Internet et vous verrez. Mais donc, le plasma, en l'occurrence, ça a quelle apparence? En général, on part d'un gaz Oui. avec une densité assez faible et alors je pense pas. Donc, très Moi, vaporeux. j'en ai pas vu Très en vaporeux. plasma. Quand tu dis densité faible, c'est très. Oui, c'est un gaz qu'on va peut-être pas mettre à pression atmosphérique. On va enlever un peu de pression Oui. faible. Et à partir de là, on soumet des conditions particulières que je ne pourrais pas donner exactement, mais notamment des champs électriques. Oui. Et on va séparer, on va arracher un électron à chaque atome. Donc on va avoir un atome et un ion. Donc ça va rester globalement neutre, Ouais. mais localement chargé. Donc ça va pouvoir conduire le courant. Et ça, on peut s'en servir, voilà, ça a des propriétés particulières. On pourrait faire une émission un peu plus particulière dessus, mais... Ben, en tout cas, voilà, c'est un mystère là pour moi, ça. Oui. D'accord. Donc ça, c'est le plasma classique qui est très bien maîtrisé parce que pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, vous achetez une lampe à plasma que vous aurez sur votre table de chevet. D'accord. Voilà. Ouais, Et ça, c'est une photo. Tu me donnes envie. C'est joli. Oui, Oui, la photo indique. La photo qu'on montre, c'est une lampe à plasma. D'accord. Qu'on peut trouver dans le commerce. D'accord. Ok. Très bien. Donc ça, c'est. Donc on a dit solide, on a dit liquide, on a dit gazeux et on a dit plasma. Oui. Donc c'est les 4 états de la matière, c'est ça. Oui, les 4 principaux. Oui. Ok. Et on va avoir un deuxième type de plasma dans l'émission suivante. D'accord. Qui est le plasma de quark et de gluon. Et là, il va falloir. On va s'accrocher là. On a besoin de quelques notions supplémentaires avant d'arriver là. D'accord. Voilà, on arrive au terme de cette émission-là. Super. Ok, très bien. Eh ben, c'est génial parce que tu vois, on a fait 45 minutes. Bah, franchement. Quand même, oui. Quand même, hein. Non, on s'améliore, mais on va essaie de faire plus court. Non, mais ça dépend parce que moi, je te pose des questions aussi parce que comme je t'ai dit en tout début de nos entretiens, moi, j'ai besoin de comprendre ce que tu dis, donc je me permets de te poser des questions. Et je suppose que les questions que je pose peuvent aussi être présentes dans la conscience de ceux qui nous écoutent. Éclairantes, absolument. J'espère. Pour ceux qui nous écoutent. Ok. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, on va annoncer la prochaine émission. Donc c'est sur, on va parler de. Là, on était à l'atome. Ouais, c'est ça. On va encore descendre en échelle. Ouais, on va parler des particules élémentaires. Voilà. Descendre jusqu'aux particules élémentaires. Et là, on se réjouit. Qu'est-ce qu'il y a dans le noyau, etc. Voilà. Mais ça, c'est la prochaine émission. À bientôt, les amis. Bientôt. Merci, Julien. Merci.